L'actualité à la mi-journée, merci d'être au rendez-vous. Bonjour à tous. La mobilisation pour la défense des retraites se poursuit. Le blocage d'un rond-point de Mâcon ce matin a cependant été plutôt mal perçu par certains automobilistes. La reprise est-elle en train de prendre doucement le pas sur la crise? C'est en tout cas ce qu'annonce une récente étude de la direction du travail et de l'emploi. Les rencontres cinématographiques de Dijon s'ouvrent aujourd'hui. Nous ferons connaissance avec Jacques Richard, dont le film tourné en Bourgogne sera présenté en avant-première ce soir. Ça s'appelle L'Orpheline, avec en plus un bras en moins. C'est toujours sur fond de défense des retraites qu'une soixantaine de manifestants bloquaient ce matin un rond-point à l'entrée de Mâcon. Plusieurs kilomètres de bouchons se sont formés jusqu'à exaspération de certains automobilistes dont certains n'ont pas hésité à forcer le barrage. Reportage d'Emmanuel Dehaye et Damien Boutillier. Tous ensemble pour l'avenir des retraites. Ils se sont levés tôt à Mâcon, 7 heures. Ils sont une soixantaine à bloquer ce rond-point à l'entrée de la ville à l'appel de l'intersyndicale. Barrage filtrant, distribution de tracts, pas question de relâcher la pression sur le gouvernement. Ici, on est toujours aussi mobilisé, toujours aussi déterminé. On reste très mobilisé, l'intersyndicale est très mobilisée, on va continuer les actions. Il n'y a pas que les manifestations, il y a aussi toutes les actions d'information qu'on peut faire à côté. On a beaucoup d'encouragement de la part des gens qui nous disent oui, il faut continuer, il ne faut pas lâcher, etc. On sent que l'action des syndicats est très bien reçue. Message bien reçu, enfin, pas forcément par tout le monde. Certains automobilistes n'hésitent pas à forcer violemment le passage, au mépris du danger. Et attends, oh. Voilà. Des incidents heureusement sans conséquences, des incidents regrettables malgré tout pour les manifestants. Il y a des gens qui sont prêts à aller travailler par tous les moyens. Là, hein. Ils fonceraient sur les grévistes sans problème. D'autant que la plupart des particuliers piégés par le bouchon se montrent plutôt compréhensifs. Les sondages l'ont encore rappelé cette semaine, 60% des Français soutiennent le mouvement contre la réforme des retraites. On fait avec, je préfère voir ça qu'une France qui dort, tout simplement. Après 6 journées d'action déjà au compteur, visiblement la contestation ne faiblit pas. À Mâcon en tout cas, tous espèrent une 7e journée de manifestation nationale la semaine prochaine. L'URSSAF et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ont présenté ensemble le bilan économique et social de la crise en Bourgogne, une crise qui se dirigerait timidement vers la sortie. Nous allons en parler dans un instant avec notre invité. D'abord, un point sur les principaux chiffres clés de cette étude avec Catherine Roch. 18 000 emplois perdus la première année de la crise, 2 600 la deuxième. Depuis juin 2009, les difficultés économiques se ralentissent. Mais les licenciements continuent dans l'industrie. La métallurgie, la production de machines et d'équipements électriques restent par exemple très vulnérables. L'industrie agroalimentaire subit toujours des pertes et le bâtiment aura perdu 1500 emplois en 2 ans. Selon la Directe, c'est la faiblesse de l'activité économique qui empêche pour l'instant toute stabilisation de l'emploi et cette situation se vérifie dans les 4 départements. De juin 2009 à juin 2010, tous les soldes y sont négatifs, mais de façon nettement moins prononcée que l'année précédente. La phase aiguë de la crise semble donc passée. La hausse importante de l'intérim, de 14% en Saône-et-Loire jusqu'à 39% dans la Nièvre, témoigne d'une relance de l'activité. Mais la demande d'emploi reste générale et surtout, la durée de la crise menace de plus en plus de chômeurs, d'exclusion. Frédéric Perrier-Cornet, bonjour, vous êtes avec nous en direct de la Directe, justement, vous êtes chef du service études et statistiques. Alors, une sortie de crise à petits pas, ça veut dire qu'on observe des signes de reprise, lesquels principalement ? Je crois que ça veut dire surtout qu'après la crise aiguë de l'année 2008-2009, nous sommes passés dans une période de stabilisation. Tout n'est pas encore résolu, mais on voit des indicateurs positifs autour de la montée de l'intérim, de la baisse des licenciements. Il y en a encore, mais c'est plus du tout au même rythme que la première année de crise. Donc on voit que tout ça tend à s'améliorer. Et puis sur le chômage, les effets ne seront pas immédiats. On ne peut pas avoir augmenté de 20 à 30 000 le nombre de demandeurs d'emploi. Et puis imaginez que l'année suivante, on n'en voit plus la trace. Les 4 départements de la région sont logés à la même enseigne ou bien est-ce qu'il y a des disparités particulières ? Bien sûr, il y a des disparités parce que, comme chacun sait, la Bourgogne n'est pas un territoire homogène.
Les régions qui ont encore des industries fragiles continuent de perdre des emplois et donc voient leur chômage continuer de monter. C'est le cas d'une partie de la Nièvre et de la moitié de la Saône-et-Loire. Et puis à l'inverse, on voit des territoires dans l'Yonne et en Côte-d'Or qui commencent à reprendre un petit peu d'activité et tendent vers la normalité. Et il y aura des secteurs d'activité qui auront plus souffert que d'autres. Ça, on le sait maintenant. Bien sûr, il y a des secteurs qui auront beaucoup souffert, notamment tout ce qui tourne autour des équipements automobiles, mais ça, c'était pas tout à fait une nouveauté. Toute la métallurgie aussi, la production de matières plastiques, la production d'équipements mécaniques, tous ces secteurs auront perdu beaucoup d'emplois. La question est de savoir si, avec la reprise, peut-être pour l'année 2011, est-ce qu'avec la reprise, elles retourneront vers un emploi massif d'emplois permanents et pas seulement des emplois intérimaires, comme on le voit en ce moment. Alors justement, est-ce qu'on a une idée du moment où l'on pourra dire cette fois, ça y est, la crise est derrière nous? Est-ce qu'il y aura un signe fort? Je pense que le signe fort, ça sera la reprise des créations d'emplois, ou à tout le moins la fin des licenciements. On n'en est pas encore tout à fait là. Le rythme des licenciements a beaucoup baissé depuis 2008-2009, mais il y a encore un certain nombre de productions qui perdent des emplois. Donc je pense que lorsqu'on aura atteint ce seuil inférieur, on verra commencer à décroître le nombre de demandeurs d'emploi. Et là, on sera vraiment à la sortie de la crise. Frédéric Perrier-Cornet, merci de toutes ces précisions dans cette édition aujourd'hui. Non, les professeurs stagiaires des collèges et lycées ne sont pas bien dans leur peau. Ils se mobilisent et dénoncent l'hypocrisie ambiante qui tendrait à faire croire le contraire. Ils sont 240 dans l'académie à n'avoir eu aucune formation sur le terrain avant de se retrouver face à leur classe. Annick Alexandre, Damien Rabézen. Devant le rectorat, les professeurs stagiaires débutants sont venus dire combien leurs conditions de travail étaient pour eux intenables. Ils ont été nommés directement sur des postes à temps complet, contrairement à d'autres académies où les profs débutants ont des temps partiels jusqu'à la Toussaint. Ils parlent de leur manque criant de formation pratique pour bien conduire leur classe. Les 2 premières semaines, on touche vraiment pas terre. Après, au niveau des cours, j'ai réussi à me mettre à peu près à niveau là, en arrivant en vacances de la Toussaint. Et après, c'est au niveau de la gestion de classe où, par contre, là, on n'a pas été formé. Dans ma matière, avec 30 élèves, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut dédoubler les classes, un groupe sur ordinateur, un autre groupe sur table, par exemple. Et puis, c'est très dur de gérer une classe quand ils sont en plus éparpillés en activité. Donc, avec des classes de 30 élèves, j'y arrive pas. Rien à voir avec le trac d'une première rentrée qu'ont connu les générations précédentes. Ces professeurs débutants se trouvent fragilisés dans l'urgence de devoir tout assumer d'un coup, comme le constate un de leurs professeurs. Je les ai reçus le 29 septembre. C'était un flot de lamentation, un déluge énormément de dysfonctionnements. Ils ne dorment plus, ils n'ont plus le temps de préparer. Et à la limite, quand on leur propose de la formation, la seule chose qu'ils me demandent en lettres, c'est de la pédagogie, de l'autorité, comment arriver à dominer à une classe et à montrer qu'on est le maître dans sa classe. Ils sont aussi très réticents à témoigner, placés sous la pression des recommandations officielles des inspecteurs qui en fin d'année auront à les titulariser. Je me suis demandé peut-être si j'allais continuer toute l'année. Bon, j'ai pris le parti de terminer cette année qui va être très difficile, je le sais. Et puis j'espère qu'à la fin de l'année, j'aurai quand même envie de continuer. Même s'ils ont un tuteur, pas toujours dans le même établissement, les profs stagiaires demandent une réduction immédiate de leurs heures de service et une formation adaptée. Ouvert depuis hier, le congrès de l'Association des départements de France se poursuit aujourd'hui à Avignon. Un congrès dans un climat de relations plutôt tendu avec le gouvernement. Beaucoup de départements se disent aujourd'hui étranglés financièrement parlant. Arnaud Montebourg, président du Conseil général de Saône-et-Loire, a été l'un des premiers à tirer le signal d'alarme. On l'écoute. Nous ne pouvons plus aujourd'hui payer avec des impôts locaux des prestations universelles qui concernent les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes au RSA. Donc nous demandons à l'État de payer pour ce qu'il nous impose. Car nous sommes obligés, pour payer cette facture-là, d'abandonner tout le reste. L'éducation, la culture, le sport, les associations, les communes, sur nos territoires. Donc il y a une sorte de révolte serrée des départements contre l'État et sa politique gouvernementale.
C'est aujourd'hui que s'ouvrent à Dijon les 20e rencontres cinématographiques de l'ARP, la Société des auteurs, réalisateurs, producteurs. Rencontre présidée par Bertrand Tavernier cette année. Parmi les moments attendus de cette nouvelle édition, l'avant-première ce soir du film de Jacques Richard. Un de ces films dont seul le titre est déjà toute une histoire. Celui-ci, c'est L'Orpheline, avec en plus un bras en moins. Un film réalisé en majorité en Bourgogne et grâce à la Bourgogne. Nous allons en parler avec son réalisateur dans un instant. Je vous propose d'en regarder d'abord un extrait. Aujourd'hui, les chirurgiens font des miracles. Peut-être qu'un jour, on pourra me greffer un deuxième bras et je serai comme tout le monde. Si cette opération est possible, je ferai tout pour que vous puissiez en bénéficier. Ayez confiance en moi. Chaque soir, vous aurez un rendez-vous. Alors, il s'agit d'accompagner votre client à un dîner, une soirée, et puis après, finir la nuit tranquille avec lui, quoi. Hein? Jacques Richard, bonjour. Bonjour. Alors, L'Orpheline avec en plus un bras en moins, c'est déjà toute une histoire. Une histoire de quoi finalement? Une histoire drôle, une histoire un peu noire? En fait, c'est un psycho-thriller avec humour, en réalité. Voilà, c'est un retour au film de genre qu'on a un petit peu délaissé en France depuis quelques années. En ce moment, on fait beaucoup de ce qu'on appelle les comédies sociétales, très ancrées dans la réalité. Nous, avec Roland Topor, on a vraiment fait le choix de revenir à un cinéma qui raconte une histoire, qui vous emmène dans un univers, qui vous fait rire, qui vous fait peur, qui vous donne de l'émotion. Donc c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un film de cinéma. Voilà. Travailler avec Roland Topor, c'est quelque chose qui vous titillait depuis un petit moment. Absolument. Comme beaucoup de gens, j'avais beaucoup d'admiration pour Roland Topor, qui, comme on le sait, vient de Charlie Hebdo, de Harakiri, mais qui a aussi collaboré au cinéma, puisque c'est d'après un de ses livres, Le locataire chimérique, que Roman Polanski avait tourné dans les années 70, Le locataire, qui est un film qui a fait le tour du monde et qui était très drôle. Voilà. Et moi, c'est à la suite de ce film, Le locataire, que j'ai eu très envie de travailler avec Topor. On s'est rencontrés, on a sympathisé, et on s'est mis à travailler très vite ensemble. Alors la dernière mauvaise blague que Topor vous a faite, c'est de mourir avant la sortie de ce film. Vous avez ensuite rencontré pas mal de difficultés pour le produire, ce film, jusqu'à ce que vous arriviez en Bourgogne et vous devez aujourd'hui une fière chandelle à cette région. Comme vous dites, une grande chandelle même, puisque j'avais déposé cette demande d'aide au Conseil régional de Bourgogne et qu'après examen du scénario, ils ont décidé de nous aider à le faire. Voilà, donc ça a été le premier déclencheur du financement du film. Et on peut dire que c'est grâce à la Bourgogne que ce film existe aujourd'hui. On a tourné la plupart des séquences ici pendant un mois en Bourgogne. À Chalon-sur-Saône, à Mâcon, à Couches, et dans ce très beau château de la Ferté, à côté de Saint-Ambreuil, qui nous a accueillis. On a pu tourner la grande majorité des scènes du film là-bas. Pour en revenir à Topor, vous avez aussi un imaginaire commun tous les deux? Tout à fait. On jouait un peu au ping-pong ensemble. C'est-à-dire que ses idées m'amusaient beaucoup, les miennes l'amusaient aussi. Et on a très vite tombé d'accord sur l'intrigue qui, en deux mots, est l'histoire d'une très jolie jeune fille, mais qui n'a qu'un seul bras. Alors évidemment, c'est un peu spécial, mais ça, dans son cas, elle, c'est pas du tout une handicapée. C'est au contraire, comme la Vénus de Milo, une espèce de symbole très érotique. Et elle est d'autant plus belle. C'est un plus, justement, pour elle d'avoir ce bras en moins. Projection en avant-première à découvrir donc ce soir 18h, ce sera au cinéma de Vosges à Dijon. Et puis en passant, c'est aussi votre actualité, on va signaler la sortie en DVD de deux de vos films, Ave Maria et 100 francs l'amour, deux films qui étaient introuvables jusque-là. Tout à fait, oui, c'est des films qui sont un peu plus anciens, mais qui n'étaient pas édités encore en DVD. Et donc comme c'est des films qui étaient assez demandés par pas mal de gens, Studio Canal les a édités récemment et on peut enfin les trouver à la FNAC et je suis très content que ces films soient enfin visibles. Merci Jacques Richard, on souhaite un grand succès à L'Orpheline, même si elle a en plus un bras en moins. Et puis merci d'être venu sur ce plateau aujourd'hui. Merci à vous. Le premier Open international de Savate Pro, ce sera samedi prochain au dojo de Chevigny-Saint-Sauveur. Les meilleurs de la spécialité sont attendus sur le ring. Un événement que nous présentent tout de suite Christian Mokosé et Damien Rabézen, avec au passage un petit rappel historique de la discipline. Allez, on se salue, on est parti pour une démonstration assaut boxe française. Vous faites attention à la puissance, vous faites attention aux touches à distance. C'est au 19e siècle qu'apparaît la boxe française qui ne comporte que des coups de pied. Et ce n'est qu'au cours d'une défaite contre un boxeur anglais qu'un maître de l'époque a eu l'idée d'allier la boxe anglaise à la savate pour profiter des avantages de l'une et de l'autre. La savate boxe française était née. La Savate Pro a été créée par la Fédé. En gros, pour permettre aux boxeurs de la boxe française de pouvoir rencontrer des gens d'autres disciplines.
d'accord, pour pas que ces personnes, pour pas que ces combattants issus d'autres disciplines soient perturbés par les règles quand même bien spécifiques de la boxe française. En boxe française, on frappe essentiellement avec le chausson et les poings. Dans les autres disciplines, bien sûr, on boxe toujours avec les poings, mais les techniques de jambes sont différentes. On va boxer parfois avec les genoux, avec les tibias, bien sûr aussi avec les coups de pied. Samedi soir au dojo de Chevigny-Saint-Sauveur, la Fédération française lance donc le premier Open international de savate pro comme promotionnel. 8 champions élites de savate se verront opposés aux 8 internationaux de toutes les disciplines pieds et poings. Une sorte de confrontation entre cousins. C'est l'ouverture vers les autres sports pieds-poings, tout en étant dans un règlement technique précis, codifié et identifié par notre fédération. On va avoir des gens qui pratiquent le full contact, le kickboxing, la boxe thaï et même la boxe anglaise. Donc on va retrouver plusieurs pays, des nations représentées comme la Croatie, l'Espagne, l'Italie et la Belgique. La boxe française compte aujourd'hui près de 40 000 licenciés. À Chevigny-Saint-Sauveur, ils sont plus de 200 pratiquants, hommes et femmes. Et les plus jeunes débutent dès l'âge de 8 ans. Et puis encore un mot de sport pour vous signaler que les Amazones dijonnaises s'accrochent à leur titre. Anaïs, Céline et Karel viennent tout juste de remporter l'édition 2010 du Raid Amazon. Un mot encore pour rappeler que nos 2 confrères de France 3 sont toujours retenus en Afghanistan. Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier ont été enlevés il y a maintenant 296 jours. Voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. La prochaine, ce soir, 19h, ce sera juste après un nouveau rendez-vous avec Ça manque pas d'air. Je vous souhaite une très bonne après-midi à tous avec en plus des averses en moins à ce soir. Merci.